Bonjour, je suis Sony et bienvenue à ma formation Comment gérer les personnalités toxiques au travail. Cette formation est composée de 4 modules. D'abord, identifier les comportements toxiques et leurs effets, apprendre à les reconnaître, développer des stratégies pour se protéger et protéger autrui, et enfin, construire un environnement sain au travail. Cette formation s'adresse à tous les collaborateurs d'une entreprise, qu'ils soient managers, collaborateurs, quelle que soit l'entreprise, quel que soit son domaine, à partir du moment où vous avez identifié, des comportements toxiques, cette formation est faite pour vous. C'est parti pour le module 1, comprendre la toxicité. C'est parti. Alors pour commencer, je vous propose de définir, ce qu'est une personne toxique. Donc c'est quelqu'un qui nuit à l'intégrité d'une autre personne. Donc en ayant un comportement négatif, qu'il soit dissimulé ou pas. Donc en milieu professionnel, les conséquences de ce comportement peuvent être graves et irréversibles. Par exemple, la dépression peut devenir une maladie chronique, ou alors d'autres maladies auto-immunes, provoquées par cette toxicité, à long terme. On identifie aussi le burn-out, l'anxiété, la détresse psychologique et d'autres maladies, voilà. Les exemples non exhaustifs de comportements toxiques, donc je pense que c'est facile à deviner, hein, mais il y a l'hostilité, l'agressivité, la rabaisser les autres, les culpabiliser, la critique négative, les insultes et l'emprise et la manipulation qui, elle, est plus difficilement détectable. Donc tous ces comportements sont accompagnés de sentiments, de jalousie. Alors pas tous ensemble, mais ils peuvent être accompagnés de sentiments de jalousie, de haine, de peur, d'envie et la plupart du temps, ils sont dissimulés. Donc nous voici au module 2 et je vous propose d'identifier ensemble les signes majeurs de toxicité au travail. Alors voici les 5 signes majeurs d'environnement toxique. Donc si vous en identifiez un ou plusieurs au travail, vous pouvez être sûr que vous participez d'un environnement toxique au travail. Donc d'abord, il y a les problèmes de communication. Alors ça peut être une mauvaise communication ou l'absence totale de communication. Alors par exemple, il n'y a pas de concordance entre les paroles et les actes, ce qui crée une inquiétude permanente des collaborateurs, ou alors les promesses ne sont pas tenues, pour des raisons valables ou non, hein. Ça peut être soit parce qu'on a menti, soit parce qu'il y a un changement de politique interne, soit parce qu'il n'y a pas assez de budget, soit parce que le résultat n'est pas là, ou soit parce qu'on ne sait pas. Donc que les promesses ne sont pas tenues pour ces raisons-là. Ça peut être aussi l'absence de communication verbale ou l'absence de relation, de communication avec son N+1. Par exemple, il m'est arrivé dans ma carrière professionnelle de croiser mon manager dans l'ascenseur le matin et de lui dire bonjour sans qu'il ne me réponde. Ça peut être aussi l'absence de réponse à des emails que vous allez envoyer à votre manager ou à des collègues. Ça peut être quand vous lui demandez si il a reçu votre email, qu'ils vous répondent, qu'ils vous regardent d'un regard assassin et noir, en vous disant qu'il n'a pas eu le temps de regarder. Voilà, ça peut être, ça contribue tout ça à ce que j'appelle problème de communication. Ensuite, le deuxième signe majeur, ça va être
le turnover élevé, c'est-à-dire le fait que les personnes, le fait que la société voie beaucoup de gens démissionner, partir et recruter dans un temps donné. Donc ça va être beaucoup de démissions rapides des collaborateurs qui ont été recrutés il y a peu de temps, entre 6 mois et 1 an, et qui vont maximum rester 2 ans dans l'entreprise. C'est souvent de très bons éléments qui vont voir qu'ils ne s'épanouissent pas dans l'entreprise et dans leur travail et qui vont vite partir. Ça va être aussi un taux d'absentéisme élevé. Ça, c'est le troisième signe majeur qu'on va rencontrer. Ça va souvent avec le turnover élevé d'ailleurs. Et avec l'absence ou les problèmes de communication. Donc l'absentéisme, ça va être des absences justifiées ou non, hein, récurrentes et parfois de longue durée. On va dans ce taux élevé d'absentéisme rencontrer des absences justifiées qui vont se transformer par exemple en mi-temps thérapeutique. On voit de plus en plus de personnes passer à des mi-temps thérapeutiques dans les entreprises où il y a un environnement très toxique. Ça va être aussi des abandons de poste. Des abandons de poste après des absences, justifiées ou non. Ensuite, ce qu'on va rencontrer comme signe majeur, ça va être la mauvaise ambiance, qui va se caractériser par l'absence de cohésion d'équipe. Voilà, pas d'esprit d'équipe, de la froideur et de la rigidité auprès des managers. Il y aura aussi beaucoup de critiques, qu'il s'agisse d'une petite erreur ou d'un retard ou d'un comportement isolé. Donc la réaction va être très forte et très dure. On va aussi rencontrer un vocabulaire non respectueux, de la délation, on va voir des clans se mettre en place, des gens isolés et les comportements toxiques acceptés. Et enfin, on va rencontrer dans cette entreprise des mauvais résultats. Donc, comment identifier les mauvais résultats? C'est très simple. Les équipes ne vont pas atteindre leurs objectifs, soit parce que ce sera la conséquence des signes précédents, soit parce que les objectifs fixés vont pas être réalistes, et ça va dévaloriser l'équipe. Alors ces signes-là, on les rencontre de façon assez récurrente dans les entreprises où il y a un environnement toxique. Cet environnement toxique, bien entendu, il s'installe pas tout seul, il s'installe à travers les comportements de personnes toxiques. Alors, je vous propose ici d'évoquer avec vous le cas de Charlotte. Donc, c'est une étude de cas, c'est un témoignage pour illustrer les comportements toxiques au travail. Alors, j'ai changé les prénoms, c'est une histoire vraie. C'est inspiré d'une histoire vraie. Et ça va permettre de réfléchir à tous les signaux et tous les comportements qu'on peut rencontrer dans un environnement toxique. Donc Charlotte, c'est une femme de 27 ans, elle est enthousiaste, plutôt joyeuse, positive, ouverte, compétente. Elle est rousse aux yeux verts et plutôt jolie. Elle a 3 ans d'expérience et un diplôme d'une grande école de communication marketing. Un master. Donc elle commence un nouvel emploi au sein du service marketing d'une très grande entreprise en tant que responsable marketing et communication. Donc sa précédente expérience au sein d'une PME de 400 personnes s'est bien passée et elle a des a priori positifs. Donc elle arrive au sein d'une équipe plutôt sympathique et sa N+1, qui est la directrice marketing et communication,
est une personne très occupée qui gère 5 autres responsables marketing d'autres business units, d'autres services. Donc, Charlotte, elle va travailler tant avec les collaborateurs, les personnes qui font partie de son service, de sa business unit, et transversalement avec tous les autres responsables marketing. Son N+1, qui est la directrice marketing et communication, elle encadre tous les responsables marketing de l'entreprise. Donc l'équipe l'équipe des responsables marketing et communication doit travailler ensemble pour une stratégie commune. Charlotte, elle maîtrise ses fondamentaux, donc elle va vers chacun pour se présenter. Et pendant un mois, elle se dit qu'elle va observer. Pour elle, c'est un automatisme. Elle observe, elle s'imprègne et elle l'indique. Voilà, c'est quelqu'un qui... Charlotte, elle va pas hésiter à dire ce qu'elle va faire. Peut-être parce qu'elle veut une approbation indirectement, mais c'est aussi pour communiquer. Après tout, c'est son travail de communiquer. Donc, quand elle indique, enfin voilà, elle en parle comme ça rapidement. Et là, elle reçoit une remarque d'une de ses collègues qu'on va appeler K. K comme kilo. Donc K, c'est la plus ancienne du service marketing et communication. Alors quand elle dit, donc K la regarde plutôt avec un air hautain. Elle lui dit qu'ici, c'est pas utile de prendre ses marques en observant, que si elle est là, c'est parce qu'on a besoin de ses propositions et que elle est censée avoir déjà compris le fonctionnement. Charlotte est surprise. Elle se renseigne pardon, auprès de sa business unit, son service, en dehors des responsables marketing, puisque ceux-ci n'ont pas eu de réaction aux propos de K. Donc, ils lui répondent qu'ils ne savent pas. En effet, ils ne font pas partie du service marketing et communication, et chacun a sa façon de faire. Donc, Charlotte, elle décide de réagir et elle va passer sa journée dans les dossiers à se renseigner, à chercher de l'info, de la data sur ce qui a été fait précédemment par ses prédécesseurs. Donc elle va fouiller un peu partout dans tous les dossiers de son ordinateur et elle va essayer de produire quelque chose pour la prochaine réunion dans 2 semaines. Donc la prochaine réunion arrive et Charlotte, voilà, elle s'est mis la pression et elle se dit qu'elle doit présenter quelque chose quand même. Donc là, elle commence à proposer sa présentation, donc ce qu'elle a compris de son environnement, des projets à venir, et elle essaye à travers cette présentation, de montrer ce qu'elle sait faire. Et là, cette directrice qui fait partie de la réunion, qui est là, son N+1 donc, lui dit que c'était pas nécessaire de produire quoi que ce soit et qu'on attend d'elle pour l'instant qu'elle s'imprègne, qu'elle observe et qu'elle s'intègre à l'équipe et au processus. Bon, vous imaginez bien que Charlotte est déçue, qu'elle se sent un petit peu gênée et elle dirige son regard vers K, qui a un sourire en coin et qui en dit long sur la manœuvre qu'elle vient d'avoir finalement. Les autres collègues, Charlotte les regarde aussi et elle a l'impression qu'ils sont gênés. Ils regardent à droite, à gauche, en l'air et font tout pour pas croiser le regard de Charlotte. Mais Charlotte, elle comprend bien qu'elle s'est fait manipuler à ce moment-là. Mais bon, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est quelqu'un de positif, donc elle va pas s'arrêter là-dessus. Elle se dit que cela peut être arrivé et qu'elle ne fera plus confiance à K, que dorénavant elle se méfiera d'elle. Donc le jour suivant, Charlotte décide de déjeuner avec ses collègues du marketing à la cantine d'entreprise.
Donc, elle les voit pas forcément souvent à la cantine d'entreprise et jusqu'ici, elle a déjeuné avec, les personnes qui sont de son service. Donc, elle se dirige donc vers ses collègues, marketing et communication, elle les aperçoit, ce qui n'était pas forcément le cas la semaine passée. Et là, il y a un de ses collègues, que l'on nommera X, qui l'interpelle et qui lui dit Hey, j'espère que tu n'es pas comme les autres rousses, parce que sinon, je vais devoir changer de place. Alors, je prends un ton pour que vous sentiez bien ce qui se dégage derrière cette remarque. Donc, la réaction de Charlotte, c'est qu'elle est un petit peu sidérée, elle est un petit peu mal à l'aise et très gênée. Donc, elle arrive à garder un sourire de surface et comme si de rien n'était, elle s'assoit et sourit. Donc K, qui est là évidemment, se met à rire, mais très très fort, comme si c'était hyper drôle. Et puis tout le monde commence à faire comme K. Et elle répond comme ça, elle regarde Charlotte et elle lui répond Tu sais, Charlotte, ici c'est comme ça, hein, faut pas être susceptible. Donc quelques mois passent et Charlotte est de plus en plus inquiète, anxieuse. Elle ne trouve pas de solution pour intégrer l'équipe et obtenir des informations sûres. Elle se remet beaucoup en question. Elle se dit que le problème doit venir d'elle, mais elle ne le montre pas. Et puis, elle ne sait pas trop ce qui va pas. Elle n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'elle fait mal. Elle se demande tout le temps, mais qu'est-ce que je fais mal? Mais qu'est-ce qui se passe? Euh, les mois sont passés et sa directrice lui a enfin confié un gros projet. Dans quelques jours, elle doit le présenter. Euh, Elle doit effectivement, enfin évidemment, travailler en équipe. Et elle ennuyait parce qu'elle devait collaborer avec les autres du service communication et marketing, donc les autres responsables communication et marketing, et organiser des sessions de brainstorming avec eux. Lorsqu'elle s'est adressée à ses collègues, Cal lui a dit que tout est sur l'intranet, sur les dossiers de l'ordinateur, qu'ils mettent tout en commun et personne n'a le temps pour ce genre de brainstorming. Et elle lui dit, tu sais, on fonctionne comme ça ici. Les autres ont acquiescé de la tête, ou alors n'ont rien dit. Bon, Charlotte, elle est quand même assez solide à la base, donc elle décide de continuer quoi qu'il arrive et de terminer son projet. Elle répond quand même à Aka, ok, bon bah si c'est comme ça, bah, moi ce que je vous propose c'est de vous envoyer un email pour qu'on s'organise. Elle se dit voilà, je vais quand même laisser une trace et puis on sait jamais, peut-être que par email chacun sera devant son écran et pourra me répondre. Et à sa grande surprise, personne ne lui a répondu. Il faut savoir que Charlotte a déjà essayé d'autres solutions pour avoir des retours de la part de cette équipe responsable des communications. Elle a partagé, elle a fait une demande de partage des agendas. Voilà, elle a partagé le sien, donc tout le monde a accès à son emploi du temps et à son agenda. Et donc, elle a accepté qu'ils aient accès à son agenda. Par contre, les autres responsables marketing et communication n'ont pas accepté qu'elle ait accès à leurs agendas. Donc, elle peut même pas voir quelles sont leurs disponibilités, à quel moment ils sont disponibles pour organiser des sessions de brainstorming. Bon, Charlotte, elle a décidé de lâcher l'affaire. Elle passe à autre chose, elle veut pas être un boulet, elle veut pas alerter sa hiérarchie. Ça fait pas longtemps qu'elle est là et elle n'a pas envie de passer pour la relou, quoi, pour celle qui
celle qui a un problème et après tout, elle est nouvelle. Tout le monde a réussi à se mettre d'accord, alors elle se dit que ça viendra et qu'elle fera comme avec ce qu'elle a. Donc sa directrice, son N+1, elle est débordée en plus. Donc elle a jamais le temps de la voir, elle n'a pas le temps de parler avec elle. Et quand elle la voit, c'est N+1, bah, c'est pour courir d'un bureau à l'autre, d'une réunion à l'autre. Euh, voilà, vraiment, d'un client à un autre, elle est débordée. Donc arrive le jour de la présentation de son projet. Donc Charlotte déroule, tout se passe bien et elle a réussi à construire un plan de communication et de marketing brillant. Même si elle manquait d'informations et même si elle a eu accès à rien auprès de ses collègues. Sa N+1 est satisfaite et la félicite devant tout le monde. Voilà, elle est très contente de son travail. Et sa N+1 remercie K, qui, ne l'oublions pas, est la plus ancienne, et pensant que K l'a intégré et l'a aidé à réaliser ce projet. Donc Charlotte est très mal à l'aise, elle rougit, elle regarde ses pieds, elle est vraiment mal à l'aise. Elle préfère esquiver les regards parce que sinon ça risque de se voir sur son visage qu'elle est agacée par cette remarque. Faut savoir que Charlotte y a laissé des nuits blanches à ce projet pour respecter les délais sans l'aide de personne, à chercher partout l'information, à se renseigner ailleurs, à aller voir d'autres personnes. Vraiment, elle y a laissé plusieurs nuits blanches, pour ne pas dire des semaines de nuits blanches. Donc elle veut pas se faire remarquer, alors Charlotte ne dit rien. Elle encaisse. Et, et ben ce fonctionnement, et ben il va continuer. Il va continuer. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 1 an que Charlotte est arrivée et elle est méconnaissable. Elle ne sourit plus. Elle arrive tout le temps en retard, en tout cas très souvent, parce qu'elle n'arrive plus à se réveiller le matin. Elle rencontre de grosses difficultés à se lever. Il faut dire qu'elle passe des journées au travail à rallonge. Euh, Elle déjeune à son bureau tous les jours, quand elle déjeune. Euh, Elle commence à avoir des douleurs au corps. Elle a le temps de rien faire. Elle peut pas faire de sport. Elle a le temps de rien faire devant la charge de travail qu'elle reçoit. Elle gère de plus en plus de projets et toujours seule, sans aucun travail d'équipe. Et en dehors du fait que les autres ne l'aident pas, ce qui l'apaise le plus à Charlotte, bah, c'est cette ambiance, c'est cette solitude et cet isolement. Et bah, elle est seule, elle est tout le temps seule, plongée dans le travail. Elle s'entend bien avec les collègues de son équipe, de son service, en dehors des responsables marketing et communication, et c'est ce qui l'aide aussi à tenir. Donc ça y est, c'est l'anniversaire de son arrivée, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an et 1 mois. Et elle a un entretien, un one-to-one avec sa N+1. Alors la directrice donc est ravie de son travail. Elle est remplie d'éloges pour Charlotte. Son feedback est très positif. Et lorsqu'elle lui demande de, à son tour, échanger sur ses ressentis et son feedback à Charlotte sur les projets, les méthodes, les outils, l'équipe, Charlotte n'arrive pas à parler. Elle est complètement bloquée. Aucun mot n'arrive à sortir. Pourtant, elle s'était dit, préparée, et rien du tout. L'angoisse totale, l'anxiété totale, hein. Contre toute attente, elle se surprend en train de trembler et de transpirer. Et là, grosse crise, elle se met à pleurer. Charlotte pleure et en sanglots.
et elle n'arrive plus à s'arrêter. Voilà, c'était l'histoire de Charlotte. J'espère que vous avez pu méditer un peu là-dessus. Et maintenant, on arrive au module qui propose des stratégies de protection pour éviter les comportements toxiques et éviter d'en arriver à la situation de Charlotte. Alors pour commencer, je vous propose de partager avec vous quelques techniques de communication assertive. Donc je vais pas toutes les mettre, hein, il y en a quelques-unes. Là, je vais mettre les plus courtes et les plus indispensables. Alors d'abord, je vais définir avec vous l'assertivité. C'est vraiment une notion importante. L'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer et à faire valoir ses opinions, ses idées, ses choix, ses règles, sans agressivité, sans dénigrement, avec conviction et certitude. Les relations assertives, elles reposent sur la confiance en soi et sur la bonne estime de soi. Au contraire, l'absence d'assertivité, c'est tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Donc la fuite et la soumission, se contraindre, encaisser, se taire, trop en faire, esquiver les affrontements. L'absence d'assertivité, c'est aussi la manipulation et tous les comportements associés. La séduction, le mensonge, le dénigrement, la mauvaise foi caractérisée, culpabiliser, conspirer, voilà, dissimuler, faire semblant. Bref, vous m'avez compris. Et enfin, l'attaque et tous les comportements d'agressivité. Critiquer, rabaisser, contredire, la médisance, hurler sur les autres. Voilà, je pense que c'est clair. Alors, quelques techniques de communication assertive. Alors, on va trouver d'abord l'écoute active, très très importante, le b.a.-ba. Tous les vendeurs, tous les commerciaux, tous les business managers, tous les communicants pratiquent l'écoute active. Donc cette pratique, elle s'établit en trois étapes. D'abord l'écoute, donc ce qui implique de ne rien dire, n'est-ce pas? Donc quand on écoute quelqu'un, donc imaginons Charlotte et K. Donc Charlotte écoute K lui dire quelque chose. Par exemple, tu sais ici, qu'est-ce qu'elle lui disait tout à l'heure, K? Tu sais ici, faut pas être susceptible. Donc lorsque Charlotte va écouter K, il faudra pas qu'elle regarde ses pieds à droite, à gauche ou en l'air, mais qu'elle regarde K droit dans les yeux, sans parler, sans rien dire. Donc ça, c'est écouter. C'est la première étape de l'écoute active. Ensuite, il y a questionner. Donc là, Charlotte va questionner K pour être sûre qu'elle a bien compris. Donc elle pourrait par exemple lui répondre donc si j'ai bien compris, ce que tu es en train de me dire, c'est que me faire insulter, ce n'est pas grave et que si je le prends mal, c'est que je suis susceptible. C'est bien ça? Donc là, elle questionne et elle reformule en même temps. Donc ça comprend les étapes questionner et reformuler. Et, et là, Cap peut lui répondre oui, c'est ça. Ou alors Charlotte aurait pu dire, par exemple, en reformulant différemment. Donc le questionnement et la reformulation, ça va souvent ensemble. Il faut savoir que l'écoute active, là, je l'ai dissociée, on l'a dissociée en 3 étapes pour que ce soit clair. Mais quand c'est pratiqué, c'est fluide. On différencie pas les 3 étapes.
d'accord? Donc là, je vais vous donner un autre exemple. L'écoute active, c'est vraiment important, important, important. C'est vraiment le principal à intégrer si vous avez du mal avec la communication non violente ou avec l'intelligence émotionnelle, qui est aussi une pratique de gestion du stress. Vraiment, l'écoute active, c'est la base de base de base de la communication authentique, de la communication non violente, de l'intelligence émotionnelle, de la communication assertive. Donc, reprenons avec l'écoute. Donc, qu'a dit à Charlotte, oh là là, tu sais, ici, il faut pas être susceptible, hein. Donc, Charlotte la regarde droit dans les yeux, elle l'écoute. Donc, pendant ce temps-là, elle regarde ni à droite, ni à gauche, ni en l'air, ni quelqu'un d'autre, ni ses pieds. Elle la regarde, elle, droit dans les yeux, sans peur, sans agressivité. Elle la regarde, elle l'écoute, avec attention et bienveillance, quand bien même les propos de cas ne le sont pas. Et donc, par exemple, là, Charlotte, elle va reformuler différemment, en la questionnant, en lui disant: «Donc si j'ai bien compris, ce que tu es en train de me dire, c'est que je dois accepter de me faire insulter et ne rien dire?» Voilà, ça, c'est une façon de reformuler. Et peut-être que K va lui répondre, «Ben, ouais», ou peut-être qu'elle va lui répondre: «Non, pas du tout, c'était juste de l'humour». Voilà. À pratiquer, vous me ferez des retours. Ensuite, la communication non violente. Donc ça, c'est une partie de c'est la méthode de la communication non violente. Maintenant, ça demande beaucoup de pratique quand on n'a pas l'habitude. Donc, comme l'écoute active, quand on la pratique, elle est fluide. Mais au début, bon, ça prend un peu de temps. Alors d'abord l'observation. Donc, on va s'exprimer sur l'observation d'un fait. Donc c'est purement factuel l'observation, c'est ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on ressent, c'est pas ce qu'on croit. Par exemple, quand quand j'entends K dire à Charlotte, ou quand je constate, ou quand voilà. Donc dans l'observation, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de comparatif, ni de généralisation, ni d'interprétation personnelle. Ensuite, on va exprimer son sentiment. Donc, dans l'observation, il n'y a pas non plus de sentiment. Donc, quand je t'entends, par exemple, si elle s'adresse à K, quand je t'entends me dire que je me sens. Donc là, on va exprimer un sentiment, un ressenti. Je me sens, par exemple, submergée d'insécurité. Je me sens pas en sécurité. Je me sens découragée. Je me sens rejetée. Je me sens, voilà, ça peut être, ça, c'est vraiment un sentiment qui va aussi amener le besoin. Donc je me sens rejetée, ou je cherche un mot, j'ai du mal à le trouver. Je ne me sens pas validée, par exemple. Je ne me sens pas validée car j'ai besoin, alors là, dans le besoin, pour que ce ne soit pas justement une demande, mais manifester un besoin, il va falloir avoir besoin d'eux et non pas que. Par exemple, j'ai besoin que tu ne me dises pas ça ou que tu changes, non. Donc là, ça sera l'expression, ce besoin sera l'expression d'un besoin intérieur, souvent. Euh, j'ai besoin de respect, j'ai besoin d'une communication assertive, j'ai besoin, j'ai besoin de soutien. Donc je me sens, ouais, par exemple, je me sens démoralisée, j'ai besoin de soutien.
où je me sens apeurée, j'ai besoin de sécurité, où je me sens... comment elle pourrait se sentir oui, je ne me sens pas validée, j'ai besoin d'intégration, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de bienveillance. Voilà. Donc là, c'est quand je m'exprime. En tant que manager, on pourrait employer le tu. Ça peut arriver aussi en tant que parent dans un autre contexte à ses enfants. Donc là, c'est la même chose, hein. Donc l'observation doit être factuelle quand tu constates, quand tu entends, quand tu vois que est-ce que tu sens que euh, voilà, est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce que tu sens l'inconfort? Est-ce que aurais-tu besoin de temps ou d'une formation? Souhaiterais-tu que nous en fassions la demande? Ce genre de choses. Voilà, j'espère que c'est clair. Entraînez-vous plus au jeu, quand bien même vous êtes manager, puisque c'est toujours plus simple de manifester ce qu'on ressent que de le manifester pour l'autre. Et l'intelligence émotionnelle, je vais pas le développer ici, parce que ça va prendre un peu trop de temps. Puis là, tous les liens que je vous ai mis dans cette formation, ils sont accessibles et gratuits, hein, ils sont offerts. Et donc là, c'est les bases de l'intelligence ou régulation émotionnelle. Et c'est plus un discours qu'on va avoir avec soi. J'ai voulu le mettre ici parce que euh, pour pouvoir avoir une communication assertive, il faut aussi que notre système cognitif il soit bien paramétré avec soi-même. Donc j'ai voulu le mettre ici. Voilà. À vous de jouer maintenant. Et enfin, pour cette troisième partie, je vous propose une méthodologie, un processus pour établir des limites claires. Donc établir les limites claires, c'est vraiment une définition de l'assertivité. J'espère qu'avec tous ces outils et toutes ces pépites, vous pourrez vous projeter et communiquer de façon assertive. Donc pour établir des limites claires avec quelqu'un, il faut d'abord se rappeler qu'il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de l'autre, de sa perception, de ses filtres et de ses intentions. Donc, autant que faire se peut, s'habituer, se programmer, s'entraîner à ne pas prendre les choses personnellement. Établir des limites claires, c'est aussi dire non. Savoir dire non de façon ferme et décidée. Même si on est nouveau comme Charlotte, il faut savoir dire non dès le début et pouvoir alerter sa hiérarchie dès le début, sans agressivité, sans énervement, avec intelligence, bienveillance et, euh, et, euh, et professionnalisme. Ne pas répondre à une agression sur le même niveau d'énergie. Donc, si vous faites agresser, si vous faites parler avec, voilà, imaginons que Kai parlait à Charlotte avec ce ton que j'ai employé tout à l'heure. Ah, 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 bah tu sais ici, vous savez cette façon-là, ah là là. Eh ben, ne pas faire la même chose, ne pas imiter. À moins que vous recherchiez le conflit, mais vraiment, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. D'abord parce que le conflit, ben, ça va juste générer du stress, de la colère et donner à l'autre ce qu'il attend finalement. Donc répondre de façon calme, en tout cas rester calme et pouvoir dire les choses de façon calme, sereine et objective. Si c'est pas possible, ne dites rien. Respirez, pratiquez la cohérence cardiaque et restez calme. Ne pas se justifier ou se défendre. Donc, par exemple, Charlotte, elle aurait pu se justifier ou se défendre en disant tout à l'heure à K, non mais je le prends pas mal, non mais je suis pas susceptible,
Non mais pas du tout, ça fait rien du tout. Elle aurait pu répondre ça. Elle a rien fait. Et elle a eu raison en quelque sorte, elle est juste pas allée au bout de, de l'assertivité. S'exprimer sur des faits, comme on vient de le voir avec l'observation, toujours être factuel. Ne parlez pas de vos sentiments, de vos jugements de valeur, de ce que vous croyez, des généralisations, c'est toujours comme ça, ou c'est jamais ainsi, ou voilà, le plus factuel possible. Surtout au travail, c'est très important. On attend de vous au travail que vous soyez factuel et plus vous allez vous exprimer sur quelque chose de factuel, plus ce sera difficile de vous contredire. Et enfin, définir et exprimer ses limites et conditions de la relation. Donc avec tout ça, vous aurez exprimé vos limites et les conditions de la relation. Donc là, je vous propose des outils pour gérer le stress au travail et ailleurs d'ailleurs, et préserver son bien-être. Ce sont des outils, alors il n'y a pas tous les outils offerts ici, il y en a quelques-uns. C'est important de pouvoir maîtriser ces outils, que ce soit au travail ou ailleurs. J'ai l'habitude de dire que mon bien-être n'a pas de prix. Il ne se marchande pas, où que ce soit. Alors d'abord, ce qui est important à savoir, et que j'ai rencontré peu de personnes qui en avaient conscience, c'est pour se protéger et pour pouvoir gérer son stress et préserver son bien-être, c'est important d'avoir une estime de soi équilibrée. Ça va vraiment être une protection de tous les instants, dans toute la vie. Donc l'estime de soi, ça se travaille en coaching. C'est pas vraiment une soft skills, même si ça s'apprend, parce que c'est propre à chacun. Et c'est pas une technique. C'est pas une technique d'estime de soi. Donc même si ça s'apprend. Après, on peut mettre des bases, mais pour aller à l'essentiel, je vais définir l'estime de soi équilibrée. C'est une vision positive de soi qui est fondée sur la conscience de ses valeurs et de son importance inaliénable en tant qu'être humain. C'est pour ça que je vous disais son bien-être. Pour moi, mon bien-être, ça n'a pas de prix, ça ne se marchande pas. Ensuite, là, je vous propose un outil qui est la cohérence cardiaque, que je trouve importante, facile à appliquer. Donc là, l'outil, il est offert. Je pense que c'est important de savoir ce que c'est déjà et de pouvoir le pratiquer au quotidien. C'est facile, c'est gratuit. Il y a même des applications gratuites pour vous aider à intégrer la cohérence cardiaque. C'est scientifiquement prouvé. Voilà, je ne cesserai, je pense que je ne cesserai jamais de faire l'éloge de la cohérence cardiaque. Ensuite, l'intelligence émotionnelle, donc la pratique de base, donc elle est offerte, je vous l'ai mise là. Et enfin, toutes les formations de soft skills. Donc ça peut être gérer son stress, gérer ses émotions, euh, pour compléter cette formation. Il y a d'autres formations, donc comme développer son assertivité et, et sa résilience. Voilà, toutes ces formations, elles sont très utiles au travail et dans tous les domaines de vie. Bonne pratique à tous. Donc pour terminer le module 4 que je propose, à tous ceux qui peuvent mettre en place un environnement sain au travail, je vous propose des axes de développement. Donc pour terminer le module 4 que je propose, à tous ceux qui peuvent mettre en place.
Alors voici 3 axes de développement importants, que j'estime importants et hem, pour lesquels quand ils sont mis en place, donnent de très bons résultats. Alors d'abord encourager le leadership, positif bien évidemment. Donc avec, par exemple des règles affichées sur, le bon fonctionnement de l'équipe. Programmer des one to one, avec son manager toutes les semaines, avec ses collaborateurs. Alors, restons calmes, hein, il ne s'agit pas de one to one d'1 heure toutes les semaines avec chaque collaborateur, mais des one to one facultatifs qui sont programmés toutes les semaines avec chaque collaborateur et qui durent maximum 10 minutes. Voilà, quand le collaborateur en a besoin, il, sollicite son manager, sur, par exemple, son agenda partagé et voilà, c'est 10 minutes à n'importe quel moment de la journée, de la semaine. Facultatif. Ça donne de très bons résultats, c'est vraiment important et c'est pour évoquer, une difficulté du collaborateur. Voilà, quand il est programmé, ça peut être pour évoquer une difficulté du collaborateur ou ça peut être parce que, le manager le souhaite aussi, hein. C'est pas seulement le collaborateur, mais peut-être que le manager, il n'a pas eu de nouvelles, de X, de K ou de Charlotte, depuis un moment. Il se dit: «Bah, j'espère que tout va bien» et donc il peut aussi, solliciter ce one to one, le programmer et demander: «Bah, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Non, tout est OK? OK, top, super. Bon, bah, allez, à la revoyure». Voilà, ça peut être ça. Encourager le leadership positif, c'est aussi former ses collaborateurs, aux soft skills, et ses managers. C'est former ses managers à toutes les nouvelles méthodes, que ce soit l'agilité, que ce soit, le leadership justement, hem, la cohésion d'équipe. Alors là, je vous ai mis aussi un PDF, les compétences clés du leadership, que j'ai créé, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir connaissance, des compétences clés d'un leader. Promouvoir la coopération et le soutien mutuel, c'est important, l'esprit d'équipe donc. Programmer des team building par exemple et pas forcément avec, un coach. Moi je le propose, mais c'est vraiment pour les équipes en grande difficulté. Hem, Là, ça peut être quelque chose, qui se programme tant par les collaborateurs que par le manager, que par, la culture de l'entreprise et on n'est pas obligé de faire, un escape game, ou un séminaire, hein. Ça peut être aller déjeuner, aller boire un café, boire un verre, à la fin de la semaine, ça peut être, je sais pas si une salle de jeu dans l'entreprise, faire, une partie de fléchettes ou, je sais pas, n'importe quoi. Jouer à la PS, ensemble. Développer les synergies. Développer les synergies, ça peut être quand on est dans une grande entreprise avec plusieurs services, plusieurs business units. Hem, Par exemple, récompenser les leads pour un autre service. Moi, quand je travaillais dans une grande société de consulting, quand j'allais à un rendez-vous et que le client ou le prospect manifestait un besoin qui était en dehors de ma business unit, si je le qualifiais bien et que je le rapportais à l'autre business unit et non seulement on me remerciait, ça faisait plaisir à l'autre business unit et en plus moi j'avais, une récompense. Voilà, ça je pouvais être récompensée pour ça, par un petit cadeau ou par, un une prime, par exemple, si l'autre business unit, signait l'affaire. C'est aussi, ce qui marche aussi dans la promotion et la coopération, de soutien mutuel, c'est le mentoring. Donc, attribuer un mentor, qui a une certaine ancienneté à un nouveau collaborateur, un nouvel employé. Non seulement ça valorise, ce collaborateur qui a l'ancienneté,
puisqu'on lui fait confiance. On va lui donner un micromanagement en quelque sorte. Et en plus, l'employé, ben, il sentira qu'il pourra se confier, se fier à quelqu'un. Et comme Charlotte, la nouvelle dans notre exemple, qui pouvait se confier à personne, qui voulait pas être un boulet, bah là, pour le coup, si elle avait eu un mentor, elle aurait pu se confier à lui. Ça aurait été un peu plus simple. Et ce mentor, en plus, bah, lui, il peut lui donner des vrais conseils. Il peut aussi aller voir la personne si vraiment, voilà, il peut être un médiateur en fait dans la relation du nouvel employé. Et enfin, une politique de tolérance zéro pour les comportements toxiques. Donc ça, c'est vraiment mis en place par l'entreprise, hein. Donc ça permet de court-circuiter aussi bah, les personnalités toxiques, parce que bien souvent, ces personnes-là, elles dissimulent leur toxicité, vous n'allez pas le savoir, elles vont pas le déclarer haut et fort, à part certaines personnes. Là, c'est maladif et forcément, c'est quand même plus simple de, 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 de contrôler la toxicité, mais la plupart du temps, c'est difficilement contrôlable, on ne le voit pas, c'est dissimulé. Et donc, avec une politique d'entreprise qui ne tolère pas les comportements toxiques, ça va être un peu plus compliqué pour la personnalité toxique de, de mettre en place ces petites manœuvres. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, j'y répondrai. Je répondrai à tous les commentaires. Je vous remercie. La formation est terminée. J'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Et surtout, laissez des commentaires, faites-moi des feedbacks anonymes. Hein, on n'est pas. Voilà, si vous avez. Si, c'est pas une question d'engagement, mais moi, déjà, ça me permet de savoir ce qui vous a plu ou déplu. Et puis ça permet d'engager la discussion. Et si vous avez des difficultés au travail avec des personnalités toxiques et que vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à revenir sur un point que j'ai évoqué dans cette formation et de m'en faire part. Donc soit je suis sur WhatsApp, donc soit par téléphone ou même SMS si vous n'avez pas WhatsApp, soit par email, donc à l'adresse email drcontact@schbc.com, soit en laissant des commentaires à cette formation, soit sur mon blog, daregrowrise.blogspot.com. Désolée, j'ose pas, j'ai pas trop l'accent anglais. Sorry for my French. Et enfin, j'ai créé une chaîne YouTube. Alors, elle est toute neuve, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour et à laisser des commentaires. Et je mettrai cette formation dessus d'ailleurs, sur YouTube. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Prenez soin de vous. Et bah, n'hésitez pas à aller consulter toutes les ressources qu'il y a sur mon site et aller voir les formations et les coachings que je propose. Bonne formation à vous, bonne continuation à vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas que votre bien-être n'a pas de prix et n'est pas négociable. Salut!